Ferme par Sergueï Lavrov n'est pas un simple discours politique. C'est une vision complète du monde que la Russie veut imposer face à l'Occident. Sécurité mondiale, OTAN, Ukraine, Chine, Moyen-Orient, tout est abordé dans un discours qui pourrait marquer un tournant. Et certains passages sont tellement forts qu'ils risquent de faire réagir bien au-delà de la Russie. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis après vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. Dans cette intervention, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, s'exprime lors d'une réunion du parti Russie Unie à Perm. Il met en avant une idée centrale. Le monde est en train de changer profondément et l'ordre occidental est en train de perdre son influence. Selon lui, le modèle euro-atlantique dominé par l'OTAN et les États-Unis serait arrivé à saturation. Il affirme qu'il ne garantit plus la sécurité mondiale, mais qu'il contribue au contraire à multiplier les crises. Lavrov accuse les pays occidentaux de chercher à maintenir leur domination mondiale à travers l'expansion de l'OTAN vers l'Est, les sanctions économiques et des interventions militaires indirectes dans plusieurs régions du monde. Il cite notamment Ukraine, Moyen-Orient, Iran, Syrie, Libye, mais aussi l'Asie-Pacifique avec la Chine et Taïwan. L'idée principale qu'il défend est celle d'un basculement vers un monde multipolaire, où plusieurs puissances comme la Russie, la Chine ou d'autres blocs régionaux doivent avoir un rôle équivalent. Il critique aussi ce qu'il appelle les structures occidentales qui, selon lui, mélangent désormais économie, politique et militaire, notamment avec le rapprochement entre l'Union européenne et l'OTAN. Enfin, Lavrov insiste sur une notion clé: la création d'une nouvelle architecture de sécurité eurasienne, une structure qui reposerait sur la coopération entre plusieurs organisations régionales comme l'UE, la CEI, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'ASEAN, et même les projets chinois comme les nouvelles routes de la soie. Voilà pour le résumé de ce discours dense et stratégique. Maintenant, si vous voulez comprendre exactement les mots utilisés par Lavrov, sans filtre, je vous propose de suivre la traduction complète juste après. Et dites-moi en commentaire, est-ce que, selon vous, le monde est réellement en train de devenir multipolaire? Merci beaucoup, cher Andrei Arkadyevitch, cher Dmitri Nikolaevitch, chers collègues. Nous tenons aujourd'hui, si je ne m'abuse, la 10e réunion de notre commission, qui a été formée en 2021 et qui travaille depuis lors de manière assez active. Je remercie tous les participants, et tout d'abord bien sûr les représentants de Russie Unie, mais pas seulement, car la commission est ouverte aux autres factions parlementaires qui utilisent souvent cette possibilité. Je considère que c'est très utile à une étape où notre unité sur toutes les questions liées à ce qu'il est convenu d'appeler le périmètre extérieur revêt une importance capitale. Le format, je le pense, est très utile et nous travaillons ensemble, contribuant à la mise en œuvre de la politique étrangère définie par le président. Et je souligne tout particulièrement le rôle de cette commission pour assurer l'articulation, la coordination, l'harmonisation entre la diplomatie classique, la diplomatie parlementaire, partisane et citoyenne. C'est très important, car la tâche d'expliquer au large cercle du public ce qui se passe dans le monde et les actions que nous entreprenons pour garantir la protection de nos intérêts légitimes et assurer les conditions extérieures les plus favorables au développement du pays, à l'amélioration du bien-être des citoyens, cette tâche est particulièrement pertinente dans un contexte où la propagande occidentale tente par tous les moyens de dénaturer l'essence de ce qui se passe, de dénaturer nos affaires intérieures et, bien sûr, de tenter par tous les moyens d'utiliser à cette fin une représentation déformée du déroulement de l'opération militaire spéciale. Nous devons aujourd'hui discuter lors de notre réunion de la question de la formation d'une architecture de sécurité et de coopération en Eurasie. Ici, où que l'on regarde, dans toutes les parties du continent, l'Ukraine et ce qui l'entoure, le Proche-Orient, y compris le Golfe Persique, l'Extrême-Orient, la mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan, l'Asie centrale, le Caucase du Sud, partout l'Occident voudrait établir son propre ordre. Cela se produit dans une situation où le modèle de sécurité euro-atlantique, qui s'est incarné dans l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, et au sein de l'OTAN, s'est épuisé, s'est discrédité et a prouvé qu'il ne pouvait pas, dans la pratique, garantir une telle sécurité. Au contraire, sentant leur influence décliner, les pays occidentaux, menés par les États-Unis, mènent depuis déjà de nombreuses années une ligne visant à préserver leur domination, à pousser l'OTAN vers à créer autant de problèmes que possible pour les concurrents avec lesquels, dans une lutte honnête, ils ont prouvé leur incapacité à défendre les vieux ordres néocoloniaux, et sont contraints de s'opposer à la tendance historique objective de la formation d'un monde multipolaire. Utilisant des méthodes de concurrence déloyale à l'égard de notre pays, de la République populaire de Chine, et de tous ceux qui mènent une politique indépendante.
Ces méthodes sont bien connues et l'Occident ne connaît aucune limite dans l'application de cette politique agressive. Tous les moyens sont utilisés, y compris les sanctions illégales, sans précédent, qui sapent tous les postulats antérieurs du monde occidental, qui consistaient en le libre-échange, les forces du marché, l'inviolabilité de la propriété et bien d'autres choses. Mais ce ne sont pas seulement des actions de sanctions dans le domaine économique qui sont entreprises, il y a aussi des exemples d'intervention directe par la force. En Eurasie, nous l'observons dans ce qui se passe autour de l'Iran, nous l'observons également dans d'autres parties du Proche-Orient qui sont directement limitrophes de l'Eurasie. Ce sont la Palestine, la Libye, la Syrie, le Yémen, tout un ensemble d'autres problèmes qui ont été créés. Et, comme je l'ai déjà dit, toutes les autres parties du continent sont en fait déclarées zones de responsabilité de l'OTAN. Comment se fait-il que l'OTAN étende son infrastructure à l'Extrême-Orient sous prétexte de contenir la République populaire de Chine ? L'Union européenne ne se distingue déjà plus guère de l'OTAN. D'un bloc autrefois économique, conçu pour améliorer le bien-être des citoyens européens, elle s'est transformée en une sorte d'alliance de l'Atlantique Nord. Des idées sont déjà avancées pour ne pas compter sur l'OTAN, compte tenu du fait que les Américains se refroidissent quant à leurs obligations de protection de l'Europe. Et si l'on créait plutôt, sur la base de l'Union européenne, un nouveau bloc militaire pour, encore une fois, contenir la Fédération de Russie. Et tout cela conduit à ce que ce modèle euro-atlantique, dans lequel l'Union européenne s'est finalement intégrée en concluant un accord avec l'OTAN, en offrant complètement à l'Alliance de l'Atlantique Nord ses capacités de transit et à d'autres égards qui ont une importance capitale pour les préparatifs militaires. L'expansion irréfléchie, infinie et illimitée de l'OTAN vers l'Est, vous savez à quoi cela a conduit. Malgré nos avertissements répétés pendant de nombreuses années, l'Ukraine a été entraînée dans l'OTAN dans le but déclaré de créer des problèmes pour l'existence de notre pays, de créer une tête de pont pour les menaces à notre sécurité directement à nos frontières. Et puis il y a eu des discussions sur la décolonisation de la Fédération de Russie elle-même, comme ils le disent. Tout cela flotte encore dans l'espace public. Et je tiens seulement à souligner que l'utilisation dans cette politique de l'Occident des mêmes méthodes de suprématie, déjà appliquées plusieurs fois en Europe, est très préoccupante. Pour utiliser les bons termes, l'utilisation de l'idéologie et de la pratique du nazisme contre notre pays pour satisfaire leurs ambitions, pour tenter à nouveau d'éliminer l'alternative que présente au monde entier la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, nos associations d'intégration, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, l'Union économique eurasiatique, UEA, la CEI. Tous ces plans visent à ce qu'aucune menace ne surgisse, comme ils le disent, mais ils entendent par menace les menaces pesant sur leur domination. Le désir, comme ce fut le cas pendant 500 ans dans l'histoire européenne, de dominer de manière coloniale directe, par l'esclavagisme. Les méthodes néocoloniales sont aujourd'hui très largement utilisées. Ce n'est pas un hasard si je tiens à souligner qu'en décembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies, à notre initiative et avec un très grand nombre de pays dynamiques, a adopté une résolution proclamant le 14 décembre de chaque année journée de lutte contre les manifestations du colonialisme. C'est un signal très important. On pourrait croire que tous ces slogans anticoloniaux appartiennent au passé, mais non. De plus en plus de pays du Sud global, de la majorité mondiale, prennent conscience que les méthodes changent, mais que l'essence de la politique occidentale, qui consiste à essayer de continuer à vivre aux dépens des autres, ne disparaît pas. Le point culminant de la ligne visant à éliminer les concurrents et à élargir l'OTAN vers l'Est a été l'utilisation du régime de Kiev comme bélier militaire anti-russe. Cela reflète les plans de cette partie des élites occidentales que Vladimir Vladimirovitch Poutine a appelé, lors de la conférence de presse du 9 mai, l'élite globaliste. Ce sont ces globalistes qui portent la responsabilité principale de ce que le sens de l'existence du pouvoir ukrainien actuel est devenu l'extermination de tout ce qui est lié à la Russie, y compris la langue, la culture, les médias, l'orthodoxie canonique. L'Occident paie généreusement et encourage cette politique nazie, insistant pour que l'Ukraine poursuive cette ligne inacceptable. C'est clair, le président en a parlé, en parlant de sécurité eurasiatique. Pour nous, cette partie de l'Europe, le voisinage direct avec la Russie, revêt une importance primordiale et nous recherchons des solutions qui, comme l'a dit le président, signifieront la fin du conflit, qui éliminera les menaces à la sécurité de la Russie sur le front occidental pour une longue perspective historique. Mais cela devrait également impliquer l'élimination des menaces créées par les efforts du régime de Kiev pour les personnes vivant en Crimée, dans le Donbass, en Novorossie, mais, en fait, comme pour tous les autres habitants de l'ancienne République socialiste soviétique d'Ukraine, à qui l'on a interdit de parler, de penser, d'éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle,
tout comme de professer la religion classique de leur père, grand-père et de tous leurs autres ancêtres. Toute association avec la civilisation russe, et il y a beaucoup de ces personnes en Ukraine, est désormais interdite et éradiquée. Leurs droits, les droits de ces personnes, doivent être pleinement et inconditionnellement garantis. Et nous reparlerons certainement des tâches concrètes de mise en œuvre de la ligne définie par le président lors de la séance plénière. Je noterai seulement ici, quand nous parlons de la sécurité eurasiatique et de la situation ukrainienne, que la crise ukrainienne, créée par l'Occident, est l'un des problèmes présents sur le continent, mais j'en ai énuméré d'autres. Pratiquement toutes les parties principales de notre continent eurasien sont touchées par des crises. Et en engageant un dialogue sur la manière de créer une architecture qui, premièrement, contribuera à éliminer les causes de chacune de ces crises et à établir des relations stables à long terme dans chaque partie du continent, et deuxièmement, mettra en place des mesures de confiance à long terme, des mesures qui contribueront à créer les conditions les plus favorables au développement de tous les pays. Et le développement, à son tour, contribuera à créer la base matérielle de l'architecture de sécurité. Le président n'a pas seulement proposé le concept de sécurité eurasiatique, mais aussi une autre idée, celle de la formation d'un grand partenariat eurasien, impliquant l'établissement de liens entre les structures d'intégration sur le continent, à savoir l'Union économique eurasiatique, la CEI, bien sûr, avec sa zone de libre-échange. Bien sûr, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et aussi, soit dit en passant, le projet chinois, Ceinture et Route. L'idée est que, par le dialogue entre ces structures et projets d'intégration, nous puissions construire le plus efficacement possible les prochaines étapes pour exploiter les richesses de l'Eurasie de la manière la plus optimale et dans l'intérêt de tous les participants. Le dialogue entre les associations d'intégration que j'ai mentionnées est en cours, nous entretenons également des relations, en ce qui concerne le Proche-Orient, avec un circuit d'intégration intéressant, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, qui, comme la CEI, comme l'OCS, comme l'ASEAN, s'occupe également des questions de coopération économique et de sécurité. Et, bien sûr, j'ai mentionné l'idée du Kazakhstan, la conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie. Le dialogue entre toutes ces organisations permettra de construire une architecture de confiance mutuelle, de transparence dans les domaines militaires et, en même temps, de renforcer la base économique, qui garantira dans tous les cas la stabilité d'une telle structure. Il est clair que l'architecture doit être égale, une sécurité indivisible, tenant compte des préoccupations légitimes de tous. Et ce n'est pas la première année, cette année aura lieu la 3e conférence à Minsk sur les questions de sécurité eurasiatique, où viennent des représentants non seulement de pays amis, mais aussi de pays où un gouvernement qui ne nous est pas tout à fait amical est au pouvoir, et de la partie occidentale de l'Eurasie. Et le processus qui a été lancé ici à Perm l'année dernière à l'initiative de Russie Unie, complète organiquement l'initiative biélorusse, dont j'ai déjà parlé, qui se réunira pour la 3e année consécutive à Minsk pour une conférence à laquelle nous participerons également. À cet égard, je tiens à attirer l'attention sur la proposition de la Biélorussie, que nous avons activement soutenue, d'élaborer une charte eurasienne du diversité et du multipolarisme pour le XXIe siècle. Le document est déjà prêt, nous menons actuellement des consultations afin de constituer un groupe d'initiative qui formulera les thèses finales et organisera le travail avec les partenaires internationaux. Le travail sera d'envergure, et dans tout ce travail, comme je l'ai dit au début, il ne suffit pas de se limiter aux seuls efforts des services de politique étrangère. Nous sommes intéressés par la contribution de la diplomatie citoyenne, parlementaire, partisane et scientifique, aussi bien sur les plans bilatéral que multilatéral. À cet égard, l'Assemblée parlementaire de l'OTSC, l'Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI, l'Assemblée parlementaire asiatique offre de bonnes opportunités pour la diplomatie partisane et parlementaire. Nous savons que les parlementaires de Russie Unie participent activement à tous ces processus et nous apprécions le leadership que le parti manifeste, s'appuyant sur sa riche expérience de coopération avec des collègues des pays de la majorité mondiale, notamment dans le cadre du mouvement pour la liberté des nations créé à l'initiative de Russie Unie, y compris l'organisation régulière du Forum des partisans de la lutte contre les pratiques modernes du néocolonialisme. Et dans l'ensemble, le thème anticolonial, comme je l'ai déjà mentionné, acquiert actuellement de nouvelles dimensions à l'ONU et dans la diplomatie citoyenne, partisane et parlementaire. Nous considérons cela aussi comme une composante très importante dans la formation d'une nouvelle architecture juste. Ce discours de Sergueï Lavrov montre une chose très claire. La Russie ne se contente plus de répondre aux événements, elle propose sa propre vision de l'ordre mondial. Entre critique de l'Occident, remise en cause de l'OTAN et projet de sécurité eurasienne, ce type de discours illustre une fracture géopolitique de plus en plus profonde. Mais la vraie question reste ouverte.
Ce monde multipolaire qu'il décrit est-il déjà en train de se construire, ou reste-t-il encore un projet en confrontation avec l'ordre actuel? Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi, et je serai ravi de lire vos commentaires. Partagez. Si ce que nous partageons sur cette chaîne est important pour vous, likez, commentez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis avec.